Bien, chers amis, nous reprenons nos travaux. Et donc, le dernier orateur de la matinée est Jérôme Daukish. Jérôme est directeur d'études à l'EHESS et membre de l'Institut Jean Nicot. Il est spécialiste de philosophie de l'esprit et des sciences cognitives. Ses travaux se sont concentrés sur des questions telles que l'indexicalité, la cognition située, la perception, la mémoire, l'imagination. Et il est actuellement très impliqué dans le projet de recherche ANR Sublimae, qui interroge les transformations de la représentation de soi dans des expériences esthétiques intenses. Donc, parmi ces nombreux ouvrages, je citerai La philosophie du son, coécrit avec Roberto Casati, publié, oh là là, déjà, en 1994, chez Jacqueline Chambon, dans une collection que je dirigeais alors. Bon. Ramsay, Truth and Success, avec Pascal Angèle, chez Routledge en 2002, et Qu'est-ce que la perception, chez Vrin en 2009. Et Jérôme va nous parler tout de suite d'un sujet étincelant. Le sublime est-il une propriété esthétique? Cher Jérôme, c'est à toi. Merci beaucoup, Claudine. Donc, alors je fais la même petite gymnastique mentale d'avoir une présentation qui est au moins sur le plan multimodal bilingue. Donc, mes diapos seront en anglais, mais je vais parler en français. Donc, je vais en fait aborder une question un tout petit peu différente, peut-être, ou disons, mon point d'entrée dans la question des propriétés esthétiques va être un peu différent de celui de Claudine et de Roger, mais vous allez le voir, en réalité, il y a des liens assez directs avec les présentations qui ont précédé. La question qui va m'intéresser, c'est celle de savoir de manière générale si la notion de propriété esthétique doit jouer un rôle, et un rôle central éventuellement, dans la caractérisation, dans l'analyse, si vous voulez, des expériences esthétiques. Est-ce qu'on a besoin de faire référence à des propriétés esthétiques pour expliquer, pour rendre compte de l'expérience esthétique? Alors ça, c'est la question générale. En fait, je vais plutôt aborder ici la question plus spécifique qui concerne le sublime, comme Claudine et mon titre l'ont annoncé. Donc, de manière plus spécifique, la question qui m'intéresse, c'est celle de savoir si la propriété d'être sublime, considérée comme une propriété esthétique, ce qui peut-être ne va pas de soi, hein. On a parlé du sublime comme une catégorie esthétique, mais est-ce que le sublime est une propriété esthétique? Bon, évidemment, ça fait partie de la question qui m'intéresse ici. Est-ce que donc une référence à la propriété d'être sublime est requise et nécessaire pour donner une bonne caractérisation adéquate de l'expérience du sublime? Et si la réponse que je vais apporter à cette question est plutôt négative, je vais éviter tout malentendu ici, je ne suis pas anti-réaliste sur les propriétés esthétiques. Je ne suis même pas anti-réaliste sur la propriété d'être sublime. Je vais simplement ici donner quelques considérations un peu sceptiques sur la centralité de la notion de propriété esthétique quand il s'agit de caractériser l'expérience esthétique. Et d'ailleurs, mes remarques elles ne sont pas entièrement conclusives, pour utiliser un anglicisme, et ma conclusion, en fait, va être assez ouverte, comme vous allez le voir. Bon, la difficulté ici, c'est comme je ne donne pas une caractérisation directe des propriétés esthétiques, c'est de partir effectivement d'une compréhension partagée de ce qu'est une propriété esthétique. Alors, ce colloque dans son ensemble est consacré à cette question. Ici, je ne vais pas être très original, hein. Je vais partir d'une conception qui n'est sans doute pas entièrement consensuelle, mais qu'on peut accepter au moins dans un premier temps, à savoir que les propriétés esthétiques sont ce sur quoi portent les jugements esthétiques. Bon, c'est beau, c'est sublime, mais aussi des jugements beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus fins. C'est flamboyant, c'est maladroit, c'est grotesque, c'est kitsch, peut-être être kitsch est une propriété esthétique aussi.
Je vais supposer, ce qui est également, ce qui est peut-être plus controversé, je vais supposer que les jugements esthétiques sont, alors peut-être pas tous, mais certains d'entre eux en tout cas, sont évaluatifs. C'est-à-dire que ces jugements représentent un objet, un dispositif, etc., comme ayant un mérite esthétique ou comme n'ayant pas, justement, ne possédant pas de mérite esthétique. Et enfin, bon, on peut au moins s'entendre peut-être sur une liste ouverte ou sur un certain nombre d'éléments dans la liste que vous pouvez lire ici de propriétés esthétiques, au rang desquelles, évidemment, figurent la beauté et éventuellement la sublimité. Pour ce qui concerne la notion de sublime, je ne vais pas en dire, je vais donner une analyse schématique parce que je n'aurai pas beaucoup de temps de l'expérience du sublime. Pour ce qui concerne la catégorie du sublime, bon, je suppose que beaucoup d'entre vous êtes familiers avec cette distinction entre le beau et le sublime. La notion de sublime a émergé, enfin, elle a des racines anciennes, mais a émergé au XVIIIe siècle par contraste avec la notion de beauté. Alors juste pour rappeler un tout petit peu de quoi il s'agit, j'ai 2 citations. Je n'ai pas beaucoup de citations dans cet exposé. Bon, citation célèbre de Burke, évidemment, tirée de Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful. Donc, en rouge, vous avez des attributs qui concernent plutôt le sublime. En vert, vous avez des attributs qui concernent plutôt le beau. Donc, pour Burke, voilà, le sublime, c'est ce qui est vaste. Ce qui est peut-être trop vaste pour nous d'ailleurs, trop grand, alors que la beauté est censée être petite, mais bon, on peut aussi considérer que quelque chose qui est très 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 petit, ou trop petit pour nous, peut aussi se ranger du côté du sublime. Bon, le sublime est obscur, la beauté ne l'est pas, etc. Je pense que cette citation est bien connue. On peut aussi introduire la distinction par les objets des expériences de beauté et des expériences de sublime. C'est ce que fait Kant ici dans un premier texte sur le sentiment du sublime. Par exemple, voilà, du côté du sublime, on a une cime qui se perd dans les nuages, un orage violent. Du côté de la beauté, on a une prairie fleurie. Bon, intuitivement, on voit que du côté du sublime, il y a un élément négatif. C'est un plaisir. L'expérience du sublime, pour Kant, est un plaisir qui passe nécessairement par un déplaisir, par quelque chose de négatif, mais qui est surmonté par le sujet. Et donc, au final, l'expérience du sublime est positive. On voit aussi que le sublime est attribué en premier lieu à des entités naturelles, ou peut-être à la nature, dans son ensemble, mais aussi, après tout, Kant fait référence ici à Paradis perdu de John Milton, aussi peut-être à des œuvres d'art ou à Homère. Même si effectivement c'est une question controversée, on peut considérer que le sublime se dit d'entité naturelle, ici à gauche, mais aussi de création humaine. Même si on peut discuter, je ne le ferai pas ici, on peut discuter de la question de savoir si l'attribution du sublime à des créations humaines est secondaire par rapport à l'attribution du sublime en rapport avec la nature. Alors, le plan de mon exposé est relativement... voilà, il y a 4 sections. D'abord, je vais présenter une opposition entre, en fait, des familles de positions au sujet de l'expérience esthétique. Une famille de positions que j'appelle intentionnalisme, que je vais détailler dans un instant, qui considère que les propriétés esthétiques jouent un rôle central. Donc il va répondre plutôt positivement aux questions que j'ai posées au début. Oui, les propriétés esthétiques jouent un rôle central dans la caractérisation, dans la bonne description des expériences esthétiques. Et l'intentionnalisme s'oppose à ce que j'appelle l'adverbialisme, qui est aussi, après tout, une famille de positions qui considère que non, les propriétés esthétiques ne jouent pas un rôle central dans la caractérisation des expériences esthétiques. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas.
ces propriétés, et ça ne veut pas dire non plus qu'elles n'expliquent pas en un autre sens les expériences esthétiques. Ensuite, il y a une section sur l'anatomie du sublime, plus précisément de l'expérience du sublime. Ça s'est tiré effectivement d'un article que j'ai copublié avec Margherita Arcangeli en 2020, mais là je l'ai réactualisé pour le colloque. Troisième section, donc je vais essayer de donner quelques considérations contre l'intentionnalisme au sujet du sublime, c'est un raccourci, hein, l'intentionnalisme au sujet de l'expérience du sublime. Et enfin, je conclurai avec quelques remarques sur l'opposition entre le sublime et le beau. Alors peut-être le point de vue traditionnel, hein, sur les expériences esthétiques. Bon, je pourrais vous donner beaucoup de références. Il y en aura quelques-unes dans ce qui suit, mais c'est un point de vue que j'appelle traditionnel, je pense, à juste titre. Le point de vue traditionnel, c'est que les expériences esthétiques sont, comme le disent les philosophes, intentionnelles. C'est-à-dire qu'elles ont de l'intentionnalité, elles portent sur quelque chose, elles représentent quelque chose, elles sont au sujet de quelque chose, et ce quelque chose inclut des propriétés esthétiques. Donc une expérience esthétique, c'est une expérience qui porte sur des propriétés esthétiques. On peut dire aussi que voilà, les propriétés esthétiques sont les objets intentionnels des expériences esthétiques. Par exemple, quand je suis frappé par la beauté d'un tableau, j'ai une certaine expérience, hein, ce n'est pas seulement un jugement détaché, c'est une expérience engagée, et cette expérience, elle représente, ou elle présente, comme vous voulez, le tableau comme beau, hein, comme étant beau, ou comme étant harmonieux, élégant, etc., etc. De même, hein, si vous voulez qu'une expérience sensorielle me présente la forme du tableau, et peut-être la distribution des couleurs sur la toile, de même, l'expérience esthétique me présente une qualité supplémentaire, à savoir la beauté du tableau. Bon, là, je peux passer rapidement. Il y a différentes versions de l'intentionnalisme. Ça devient un peu technique. Il y a des philosophes qui ne sont pas d'accord sur la question de savoir, par exemple, si les expériences esthétiques ont un contenu esthétique, si c'est vraiment au niveau du contenu que figure la propriété esthétique, ou au niveau de ce qu'on appelle l'objet formel, c'est-à-dire est-ce que finalement la beauté n'est pas quelque chose qui définit mon expérience de la beauté comme attitude psychologique, hein, sans forcément figurer dans son contenu représentationnel ou présentationnel. Mais là, mon temps, j'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas développer ce point. C'est simplement pour vous dire que il y a plusieurs versions de l'intentionnalisme, et donc il s'agit d'une famille de positions, hein, plutôt qu'une position spécifique. Mais toutes ces positions, finalement, ont un point en commun, à savoir que l'idée que les expériences esthétiques ont des conditions de correction. C'est peut-être un vilain terme en français, correctness conditions, qui est plus utilisé en anglais, à savoir, prenons l'expérience sensorielle. Hein. Mon expérience de la forme rectangulaire du tableau, c'est une expérience qui a des conditions de correction, c'est-à-dire elle est correcte ou véridique, comme on dit parfois dans le cas de l'expérience sensorielle, seulement si le tableau est rectangulaire. Donc la rectangularité du tableau fait partie, son instantiation si vous voulez, fait partie des conditions de correction de mon expérience, hein, des conditions dans lesquelles mon expérience est correcte ou appropriée ou véridique. De même, selon l'intentionnalisme, l'expérience esthétique a des conditions de correction. Elle est correcte seulement si certaines propriétés esthétiques sont instanciées dans le monde. Par exemple, mon expérience esthétique du tableau, comme un tableau beau, eh bien, elle est correcte seulement si le tableau est beau. Alors, cette caractérisation, elle est relativement neutre sur le plan métaphysique, c'est-à-dire qu'elle laisse ouverte différentes conceptions des propriétés esthétiques comme réponse dépendante, comme l'a expliqué Roger, ou au contraire réponse indépendante, etc., etc. Alors, juste deux exemples contemporains de philosophes qui défendent l'intentionnalisme, au moins l'intentionnalisme limité à certains types d'expériences esthétiques, hein, parce qu'évidemment, on peut aussi considérer que l'intentionnalisme vaut pour une classe d'expériences esthétiques, mais pas pour une autre classe, par exemple. Hein. On peut aussi effectivement limiter la position à un sous-ensemble des propriétés esthétiques. Mais par exemple, quand
Dominique Lopez nous demande de considérer ce tableau de Paul Peel, qui s'appelle le jeune biologiste, The Young Biologist. On a pu dire que, je ne sais pas si on peut le dire de la même façon aujourd'hui, que ce tableau est un tableau sentimental. Et sentimental, c'est censé être une propriété esthétique négative. Donc, si je dis que quelque chose est sentimental, j'attribue, je considère qu'il n'a pas de mérite esthétique. Il démérite sur le plan esthétique. Bon, après, là, je ne fais aucun jugement esthétique dans cet exposé, bien sûr. Donc, certains peuvent juger que ce tableau est sentimental, et Dominique Lopez défend l'idée qu'au fond, ce jugement peut être fondé sur une expérience qu'il appelle, ça ce sont ses termes, une expérience perceptuelle ou quasi-perceptuelle. C'est comme de la perception. Et non seulement c'est comme de la perception pour Lopez, mais ça peut être de la perception visuelle, c'est-à-dire que je vois que le tableau est sentimental. C'est par la perception visuelle que j'ai accès à cette propriété négative qui est la propriété d'être sentimental. Donc on peut voir que le tableau possède un mérite esthétique ou, en l'occurrence, des mérites esthétiquement. Un autre exemple tout à fait différent, l'explication de Dominique Lopez ne mentionne pas les émotions, mais évidemment, beaucoup ont considéré que l'expérience esthétique est nécessairement une expérience affective. C'est une expérience qui a une dimension émotionnelle, et peut-être, beaucoup de philosophes se sont mis à la recherche des émotions spécifiquement esthétiques. Est-ce qu'il y a des émotions spécifiquement esthétiques ? Alors, je crois que Roger a mentionné la tristesse tout au début de son exposé. Alors la tristesse peut être une émotion esthétique, mais pas nécessairement, évidemment. Ça peut être une émotion qu'on éprouve aussi très souvent en dehors d'un domaine esthétique. Par exemple, on pourrait dire que finalement, l'émotion spécifiquement esthétique, je ne sais pas, c'est quelque chose comme l'émerveillement. Ça, c'est une position qu'un philosophe comme Jesse Prince a défendue ces dernières années. Il a un petit peu changé d'avis, semble-t-il, mais en tout cas, en 2018, avec son co-auteur, il a défendu l'idée que l'émerveillement, ou wonder en anglais, c'est l'émotion qui finalement rend le mieux compte de l'expérience esthétique. Quand je suis frappé par la beauté d'un tableau, je suis émerveillé, j'ai une émotion. Mais cette émotion, on peut la considérer comme une expérience intentionnelle, comme quelque chose qui porte, qui représente la propriété en question, par exemple la beauté du tableau. Et donc on peut effectivement analyser l'émerveillement comme une expérience perceptuelle ou quasi-perceptuelle d'une propriété esthétique, ou, alors là c'est ce qu'on appelle le modèle attitudinal des émotions, l'idée que c'est finalement au niveau que la beauté serait l'objet formel de cette émotion qu'on appelle émerveillement. Et cette version de l'intentionnalisme, elle cadre bien avec une théorie plus générale des émotions, une théorie bien connue des émotions qu'on fait remonter à Aristote, mais développée par Brentano et Meinong, entre autres, l'idée d'après laquelle les émotions, finalement, sont dirigées vers des valeurs. Là, il s'agirait plus spécifiquement de valeurs esthétiques. Donc, on a une théorie des émotions, sur laquelle je ne me prononce pas ici, d'après laquelle les émotions renvoient à des valeurs, et on peut simplement appliquer cette théorie aux valeurs esthétiques. Dire les propriétés esthétiques sont des valeurs, donc il y a des émotions qui renvoient à ces valeurs esthétiques, et ces émotions sont des émotions spécifiquement esthétiques. Donc voilà deux versions très différentes, celle de Dominique Lopez et celle ici de Fingerhut et Prince, deux versions très différentes de l'intentionnalisme appliqué à l'expérience esthétique. Alors, l'intentionnalisme s'oppose à une famille de positions que je vais appeler adverbialisme. C'est une famille de positions qui considère que l'expérience esthétique, ce n'est pas une expérience sui generis, comme on dit parfois. Ce n'est pas une attitude primitive,
mais au fond, c'est un composite. C'est plutôt dans la manière dont on recrute, dont on sollicite d'autres ressources cognitives. On le fait d'une certaine manière qu'on appelle esthétique. Donc c'est la manière de mobiliser des attitudes, des ressources ou des compétences cognitives, par exemple, de l'ordre de la perception, de l'ordre du jugement, de l'ordre de l'émotion, etc. Et cette façon, finalement, d'articuler un certain nombre d'attitudes qui ne sont pas en elles-mêmes esthétiques, pas nécessairement, hein, qui sont également sollicitées dans d'autres domaines non esthétiques, c'est comme ça qu'on va expliquer ce que, par exemple, Jean-Marie Schaeffer appelle la relation esthétique. Hein, cette façon, effectivement, de appréhender le monde sur le mode esthétique. Mais la forme d'adverbialisme qui m'intéresse ici, que j'ai essayé de développer un tout petit peu par écrit, mais je ne peux pas le faire de manière très détaillée ici, c'est une position qui s'oppose à l'intentionnalisme, qui considère qu'il n'y a pas besoin de dire que l'expérience esthétique représente des propriétés esthétiques. Donc voilà, c'est évidemment un point de vue un peu radical, hein, parce que ça veut dire qu'effectivement, soit les expériences esthétiques n'ont pas de conditions de correction, on ne peut pas dire qu'elles sont correctes ou incorrectes, par exemple, en tout cas pas des conditions de correction qui dépendent de l'instanciation de propriétés esthétiques. Et donc c'est une position qui est effectivement radicale. Alors je ne vais pas défendre cette position ici, d'ailleurs je ne suis même pas sûr qu'elle vaille pour tous les types d'expériences esthétiques. Ce qui m'intéresse ici, c'est seulement d'essayer de vous convaincre que l'expérience du sublime peut être analysée comme en termes adverbialistes, c'est-à-dire selon les principes de l'adverbialisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'expérience du sublime ne serait pas une attitude primitive ou sui generis, mais ce serait finalement le résultat d'un concours de circonstances cognitives, si je puis dire. C'est des ressources cognitives qui sont recrutées pour finalement produire une certaine relation au monde qu'on peut appeler l'expérience du sublime. Alors, je passe à la question de l'anatomie du sublime. Donc, j'ai introduit de manière très informelle la distinction entre la beauté et la sublimité, on pourrait dire, entre les objets beaux, les prairies fleuries chez Kant, et les objets sublimes, les Alpes, pour le XVIIIe siècle. De manière un tout petit peu plus précise, beaucoup d'auteurs ont relié l'expérience du sublime ou le sentiment du sublime, pour parler comme Kant, à la capacité du monde, de l'objet sublime, de nous submerger ou de nous déborder cognitivement, hein, de déborder notre esprit, de déborder notre perception, etc. etc. Par exemple, ici, un philosophe qu'on peut appeler kantien quand même, Paul Crowther, nous dit que le sentiment du sublime peut être déclenché lorsque des propriétés perceptually overwhelming, des propriétés qui nous submergent, des objets, testent et d'une certaine manière éprouvent nos facultés perceptuelles. Et Emily Brady, qui est une philosophe de l'esthétique qui a écrit un très bel ouvrage sur le sublime, elle écrit, je cite, « Le beau est associé à la forme d'un objet, le beau c'est quelque chose qui est cadré, ce qui implique des qualités qui sont contenues ou qui sont limitées d'une certaine façon, alors que le sublime, dans sa grandeur et sa puissance overwhelming, de nouveau, donc submergente, est associé à une absence de forme et une absence de limite. » Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, d'abord, le sublime ne déborde pas seulement la perception, mais aussi l'imagination et plus généralement l'esprit. Par exemple, Joseph Addison, au XVIIIe, nous dit notre imagination adore être remplie d'un, je ne sais pas comment traduire ça, remplie avec un objet, remplie par un objet, où on adore saisir quelque chose qui est trop grand pour notre propre capacité mentale. Et Burke lui-même nous explique que l'infini, qui a partie liée avec le sublime,
a une tendance à remplir l'esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une expérience du sublime? C'est pas qu'on fait l'expérience de quelque chose comme, par exemple, les Alpes, comme très grand, voire très très grand, voire très 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 grand. C'est pas ça. On fait l'expérience de quelque chose comme trop grand pour être appréhendé au moyen de nos capacités ordinaires, nos capacités cognitives ordinaires. Trop grand pour nous. Ça existe, il y a dans le sublime, hein, le il y a, ça existe, mais c'est trop grand pour être appréhendé, donc on ne sait pas ce que c'est. Donc l'expérience du sublime, c'est lorsqu'une une grandeur ou une force, une puissance, ici en écho, il y a la distinction de Kant sur laquelle je ne vais pas m'attarder, entre ce qu'il appelle le sublime mathématique et le sublime dynamique, qui est plutôt lié effectivement à la puissance, et le sublime mathématique plutôt à l'espace et au temps. Mais quand une grandeur ou une puissance nous déborde, je dirais que nous faisons une expérience limite. Nous éprouvons les limites de notre propre, de nos capacités, de nos meilleures capacités cognitives, enfin celles qu'on pense être nos meilleures capacités cognitives pour interagir avec le monde. Donc le moteur, si vous voulez, je vais résumer tout ça à la fin, mais le moteur de l'expérience du sublime, au fond, c'est une expérience limite. Et cette expérience limite, c'est une expérience métacognitive. C'est une expérience sur nos propres limites cognitives. On a quelque chose qui dépasse les limites de ce que nous sommes capables d'appréhender par la perception, par l'imagination, par le jugement, etc. Alors cette expérience limite, en tant que conscience métacognitive, elle a une valence négative. Elle est négative, c'est-à-dire elle est mal vécue par le sujet. Et donc ce moteur, cette expérience limite radicale, c'est ce qui explique la dimension négative de l'expérience du sublime. C'est le déplaisir dont parle Kant qu'il faut surmonter, justement, qu'il faut dépasser. Alors, ça peut être le sentiment qu'on est trop petit. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a pu étudier aussi expérimentalement. Quand on dit qu'on se sent tout petit devant l'immensité d'un ciel étoilé ou d'une chaîne de montagnes ou du Grand Canyon, etc., c'est ce qu'on dit, mais apparemment c'est ce qu'on ressent aussi. Et certaines expériences ont pu montrer que littéralement l'expérience corporelle change, l'image corporelle en tout cas, change quand on rapporte une expérience très intense associée au sublime. Ces expériences limites radicales, elles impliquent en plus, ce que Tom Cochrane appelle un sentiment de négation de soi. C'est-à-dire qu'il nous semble que, eh bien, on ne trouve aucune ressource, si vous voulez, cognitive qui nous permettrait de comprendre, d'appréhender ce dont pourtant nous faisons l'expérience. Donc ça veut dire qu'on se sent... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'expérience du sublime, c'est avant tout un sentiment de vulnérabilité cognitive. Alors, et pas directement physique. Burke a beaucoup insisté sur le sentiment de vulnérabilité physique pour l'expérience du sublime. C'est la douleur. C'est quand il y a un son très très fort qui nous fait mal au tympan. Voilà, on ressent cette douleur-là, et ça, c'est la partie négative de l'expérience du sublime pour Burke. Donc, il a insisté sur cette vulnérabilité physique. Je suis en face d'un orage violent. J'ai peur. Le sublime, c'est lié à la crainte, voire à la terreur pour Burke. Alors, il ne s'agit pas de nier que l'expérience du sublime peut être associée à une forme de peur, même si Kant a des choses intéressantes à dire là-dessus. Mais je pense qu'il vaut mieux considérer que l'expérience du sublime est liée à un sentiment de vulnérabilité cognitive. C'est plutôt le manque de ressources cognitives qui caractérise mon premier contact avec l'objet sublime. Bon, on a pu. Alors, il y a très peu d'expériences. Roger a parlé effectivement de ce courant neuroscientifique sur lequel on peut parler longuement, sur lequel le philosophe évidemment doit rester critique. Mais je mentionne juste cette étude de Ishizu et Zeki qui est bien connue maintenant,
qui n'a pas été vraiment d'ailleurs reproduite en ces termes-là. Par contre, il y a beaucoup d'autres expériences qui conduisent à une conclusion similaire. Il semble effectivement que l'expérience du sublime, par contraste avec l'expérience de la beauté, sous-active les régions du cerveau liées à la représentation de soi. Donc effectivement, dans l'expérience du sublime, c'est un peu comme si on était déréalisé ou dépersonnalisé, c'est-à-dire que on a l'impression de tomber en dehors du monde, d'une certaine manière. Par contre, dans l'expérience de la beauté intense, en tout cas, c'est l'inverse qu'on a pu observer, c'est-à-dire il y a effectivement une suractivation des réseaux liés à la représentation de soi. Alors, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de cette étude, si ça vous intéresse, on pourra en parler. Donc, le moteur de l'expérience du sublime, c'est un sentiment de vulnérabilité cognitive, c'est une expérience limite radicale. Maintenant, comme toute expérience négative, cette expérience limite motive le sujet à trouver une solution au problème que le sublime lui pose. Pose finalement aux manières ordinaires qu'il a de traiter avec le monde. Par exemple, la peur, c'est une expérience négative. Une expérience négative qui me motive à faire quelque chose pour éventuellement écarter le danger que ma peur représente dans le monde. Et donc, selon le contexte, je peux fuir, me préparer à affronter l'objet dangereux auquel je fais face, etc., etc. Dans le cas du sublime, c'est plus compliqué parce que l'expérience limite radicale, elle me motive évidemment à trouver une solution. Je ne suis pas satisfait de l'état négatif dans lequel je me trouve, mais la solution, elle ne vient pas aisément. Et notamment, cette solution requiert finalement un processus d'ajustement mental qu'on appelle l'accommodation. L'accommodation, c'est une distinction qui vient de Piaget. Je l'utilise parce qu'elle a été utilisée par les auteurs que je cite ici, qui sont des psychologues, qui reprennent la distinction de Piaget entre assimilation et accommodation. En gros, l'assimilation, c'est simplement quand vous faites face à un objet, l'objet, vous l'assimilez cognitivement quand vous êtes capable de le ranger sous une catégorie familière, une catégorie. Voilà, vous avez des structures mentales qui sont déjà en place et qui vous permettent finalement de comprendre ce qui se passe. C'est un amphithéâtre, ce sont des objets familiers. J'assimile finalement des objets de mon expérience. L'accommodation, ça requiert finalement un processus beaucoup plus créatif. Ça m'oblige finalement à introduire des catégories inédites, ça m'oblige à changer ma manière ordinaire de penser et à trouver d'autres moyens finalement d'assimiler. Le résultat, c'est le même, c'est peut-être l'assimilation, mais c'est une assimilation qui va être beaucoup plus difficile que dans le cas où je suis dans un contexte familier. Alors Keltner et Haidt, cette étude dont je parle ici, c'est une étude qui ne porte pas directement sur le sublime ou l'expérience du sublime, c'est une étude qui porte sur... Vous voyez ici le O, A-W-E en anglais, qui se traduit par un mélange de crainte et d'admiration. Donc c'est une étude sur cette émotion, cette construction émotionnelle. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai souligné en rouge ici, c'est qu'une partie des objets qui déclenchent cette émotion que les anglo-saxons appellent O, sont aussi ce que les philosophes appellent des objets sublimes. Par exemple, une tornade, une cathédrale, certaines formes de musique, etc., etc. Et même des objets intellectuels, peut-être la théorie de la relativité peut provoquer aussi le sentiment du sublime, et ainsi de suite. Et dans leur théorie, vous voyez qu'il y a deux éléments ici, c'est les deux premières colonnes qui sont ce qu'ils appellent des traits centraux du O, mais qui sont aussi des traits centraux de l'expérience du sublime. C'est vastness, c'est simplement la vastitude, c'est-à-dire le fait qu'on a un stimulus alors pour moi, c'est pas tout à fait la vastitude, c'est plutôt l'incertitude subjective. C'est combien vaste est cet objet. Il est trop vaste pour moi, mais trop vaste ou trop petit d'ailleurs. C'est pas évident, c'est pas forcément une question de vastitude ici. Et surtout, ce qu'ils appellent accom ici, c'est ce qu'on appelle le need for accommodation, c'est-à-dire le besoin d'accommoder, le besoin de trouver des ressources inédites ou extraordinaires pour traiter de l'objet.
Alors, qu'est-ce qui distingue O de l'expérience du sublime? Si l'expérience du sublime, c'est une expérience esthétique, il faut que cette accommodation-là hein, soit esthétique. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un moyen esthétique d'accommoder cette expérience radicale que j'ai quand je fais face à un objet sublime, quand j'ai une expérience de sublime. Alors, c'est là où, dans la théorie, il y a une variable, hein, parce qu'évidemment, et même dans l'article que j'ai écrit avec Margherita Arcangeli, on a laissé un peu ouverte hein, cette question de la nature de l'accommodation esthétique, si peut-être il n'y en a pas d'ailleurs, d'accommodation spécifiquement esthétique. Je vais donner un exemple d'accommodation tout à l'heure. Je ne suis pas sûr qu'en fait, il s'agisse d'un exemple d'accommodation esthétique, mais on pourra en discuter. Mais en tout cas, s'il y a un type spécifique d'accommodation, bon, déjà, il doit effectivement... c'est une forme d'accommodation qui doit restaurer la place du sujet en face de l'objet. Le sublime n'est plus un objet. Hein. C'est quelque chose qui existe, qui est là, mais je ne peux pas l'assimiler, hein, donc je dois trouver d'autres moyens d'appréhender cet objet. Et l'accommodation, c'est aussi quelque chose qui va avoir pour résultat que le sublime redevient un objet. Ah bon, c'est une chaîne de montagnes. Ah bon, c'est un, je sais pas, un orage violent, mais qui va passer, etc., etc. Et par la même occasion, qui évidemment restaure la place du sujet. Quand j'ai dit tout à l'heure que l'expérience limite, qui est le moteur de l'expérience du sublime, peut aussi conduire à la déréalisation, à la dépersonnalisation, c'est-à-dire que je me dissocie finalement du monde. Dans l'accommodation, finalement, je reviens dans le monde. L'accommodation, c'est une façon de retrouver cette dualité sujet-objet qui est caractéristique de l'expérience esthétique. Bon, j'espère que ce n'est pas trop rapide et je vous renvoie peut-être à l'article où on développe un tout petit peu cela. Donc vous voyez que si nous avons raison, l'expérience du sublime est une expérience composite. Hein, d'abord, il y a un défaut d'assimilation, c'est-à-dire que je n'ai pas les catégories pour comprendre ici, c'est trop grand pour moi, trop petit, trop puissant, etc. Je n'ai pas les catégories pour appréhender ce dont je fais pourtant l'expérience. Ça, je m'en rends compte, donc il y a une forme de conscience métacognitive. Hein, donc l'expérience du sublime, c'est d'abord une expérience au sujet de moi. Hein, c'est moi qui suis impuissant en face de l'objet. Ce qui conduit à un sentiment de négation de soi, et ces trois premières composantes, on peut appeler ça justement l'expérience limite radicale. Et ensuite, il y a la solution. La solution, c'est-à-dire l'accommodation esthétique. Juste un mot sur l'accommodation esthétique. Bon, on a dit que, avec Addison et d'autres, que l'imagination est débordée dans le sublime. Hein, c'est-à-dire que l'infini, je ne peux pas le percevoir, mais je ne peux pas non plus l'imaginer, dans un premier temps en tout cas. Mais peut-être que pendant la phase d'accommodation, finalement, il y a une sorte de revanche de l'imagination qui, finalement, parvient à représenter le sublime comme un objet et parvient finalement à faire en sorte que le sujet se hisse finalement à la hauteur du sublime. Bon, je vous donne juste un exemple de ce que moi j'appelle accommodation. Est-ce que c'est une accommodation esthétique? Je ne sais pas. C'est un exemple qui vient d'un article de Tom Cochrane sur l'expérience du sublime. En gros, Tom Cochrane dit que l'expérience du sublime, c'est une forme d'empathie pour le sublime. C'est-à-dire, j'empathise avec la chaîne de montagnes, etc. Mais pour empathiser avec quelque chose qui est trop grand pour moi, ça demande beaucoup d'imagination. Ça demande un effort imaginatif très important. Pourquoi? Parce que l'expérience du sublime, dans un premier temps, est une expérience anti-empathique. Hein, c'est-à-dire, justement, c'est quelque chose avec lequel je ne peux pas empathiser. Mais finalement, voilà, Cochrane nous dit qu'on y arrive. Hein, peut-être c'est une solution kantienne aussi au problème du sublime. Il nous dit, je suggère que notre capacité d'admirer des objets sublimes et de valoriser leur grandeur, c'est dû à une transmission psychologique directe de qualités sublimes qui ne repose pas sur le fait de mériter ces qualités, enfin de posséder peut-être ces qualités ou d'interagir physiquement avec l'environnement sublime. C'est simplement que je m'identifie imaginativement avec les propriétés de l'objet sublime. Et c'est une façon de se hisser à la hauteur du sublime. Hein, mais ça, on ne peut pas le faire tout de suite, il faut le faire seulement à la fin du processus. Alors, je vais essayer d'avancer un tout petit peu. Troisième partie, donc contre l'intentionnalisme sur le sublime. Donc si j'ai raison, vous voyez que l'expérience du sublime, c'est une expérience essentiellement
composite. Et il n'est pas clair que ces composants, ces constituants, soient eux-mêmes des expériences de l'objet comme étant sublime. Donc on peut expliquer peut-être l'expérience du sublime sans considérer qu'on a finalement une attitude qui représente le sublime en tant que sublime. Alors évidemment, vous me direz, ce que j'ai appelé accommodation esthétique, c'est peut-être justement ça. C'est peut-être là où on va retrouver finalement la dimension esthétique. Mais je défendrai ici que s'il y a un moyen, une manière esthétique d'accommoder finalement cette expérience limite radicale, qui constitue le moteur de l'expérience du sublime, il n'est pas clair que cette forme d'accommodation soit elle-même ou implique l'expérience du sublime. Mais évidemment, là, je dois me reposer sur d'autres considérations. Pour terminer, j'aimerais juste, si vous voulez, d'une certaine manière, apporter en fait 2 coups supplémentaires à la question, porter plutôt 2 coups supplémentaires à l'intentionnalisme appliqué au sublime. J'en parle maintenant parce que je pense que ces coups, se comprennent mieux une fois qu'on a introduit ce modèle dynamique de l'expérience du sublime. D'abord, la question de la récalcitrance. On a pu dire que l'expérience perceptuelle, par exemple visuelle, est récalcitrante. Certaines émotions sont récalcitrantes aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement que ces expériences résistent au meilleur jugement qu'on peut porter sur le monde. Par exemple, je peux dire que je ne sais pas, qu'une feuille de papier m'apparaît bleue, mais en fait, qu'elle n'est pas bleue. Donc, même si je juge que la feuille de papier est blanche, elle continue à m'apparaître comme bleue. Elle peut continuer à m'apparaître comme bleue. Vous prenez une illusion d'optique. 2 lignes me semblent ou m'apparaissent visuellement comme inégales, mais alors que je juge qu'elles sont égales. Là, l'expérience visuelle est récalcitrante, c'est-à-dire qu'elle ne s'adapte pas au jugement, au meilleur jugement que je peux porter sur la situation. C'est pour ça que justement des énoncés du type ça semble bleu mais ça ne l'est pas sont parfaitement acceptables, il n'y a pas de problème. Par contraste, il n'est pas clair que l'expérience du sublime puisse seulement être récalcitrante. Ce serait très bizarre de dire quelque chose du type ça me semble sublime mais ça ne l'est pas. Bien sûr, on peut le dire. C'est pour ça que je dis, c'était pas une contradiction au sens du paradoxe de Moore. Le paradoxe de Moore, c'est de dire, par exemple, il pleut, mais je ne crois pas qu'il pleut, ou je ne juge pas qu'il pleut. Là, c'est un peu différent. Ça me semble sublime, mais ça ne l'est pas. Ça paraît quand même un peu bizarre. Mais l'explication, une fois qu'on a admis, si vous voulez, l'adverbialisme au sujet du sublime, c'est simplement que l'expérience du sublime, finalement, nous transporte entièrement, nous engage entièrement, y compris notre moi jugeant, y compris le jugement du sujet. Bon, deuxième, donc si vous voulez, ce n'est pas un argument décisif contre l'intentionnalisme appliqué au sublime, mais quand même, ça montre qu'il y a un contraste assez frappant, je pense, entre, disons, la perception ordinaire d'un côté et l'expérience du sublime de l'autre. Deuxième point, la distinction entre réalité et apparence. Dans la perception, quelque chose peut m'apparaître comme bleu alors que rien n'est bleu. Ça, c'est controversé. Il y a eu, au XXe siècle, en philosophie analytique, toute une discussion sur ce qu'on a appelé le principe phénoménal. Mais, voilà, c'est-à-dire si, par exemple, si la feuille de papier n'est pas bleue, mais elle m'apparaît comme bleue, il y a quelque chose qui est bleu, à savoir une donnée sensorielle, qui n'est pas la feuille de papier physique, mais qui est quelque chose qui est bleu, puisque quelque chose m'apparaît comme bleu. Mais la plupart des philosophes, dont moi, rejettent le principe phénoménal pour la perception sensorielle. C'est-à-dire que j'accepte que quelque chose peut apparaître bleu alors que rien n'est bleu. Par contraste, il semble que si quelque chose, si on fait l'expérience de quelque chose comme sublime, cette chose est sublime. On peut se tromper sur ce qui est sublime. Peut-être qu'on se trompe en attribuant le sublime peut-être à la chaîne de montagne, par exemple. Peut-être qu'on se trompe.
Mais on ne se trompe pas sur l'existence du sublime quand on en fait l'expérience. Ça, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'expérience incorrecte du sublime. Donc ça, c'est un clou supplémentaire porté ici à l'intentionnalisme, sur le cercueil de l'intentionnalisme. Alors sur cette question-là, on rejoint Kant. Enfin, je ne veux pas défendre la position de Kant ici, c'est une illustration. Kant, on le sait bien, a prétendu que les jugements sur le sublime impliquent les jugements ordinaires sur le sublime, pas les jugements philosophiques, mais les jugements ordinaires sur le sublime. Quand je dis « ah, c'est sublime », ça implique une erreur d'attribution. Kant nous dit « le sublime, c'est pas dans la nature, c'est en nous ». Là, on rejoint effectivement certaines des considérations critiques de Roger. Donc il y a de la sublimité pour Kant dans l'expérience du sublime, dans le fait même de faire l'expérience du sublime. Donc pour un kantien, peut-être, quand je dis c'est sublime, ou le c'est la chaîne de montagne par exemple, en fait ce que je veux dire, c'est ceci a la capacité de provoquer en moi un dépassement, une capacité de révéler peut-être mes facultés intellectuelles supérieures, etc. etc. Donc juste pour terminer, après la conclusion sera assez brève. Donc évidemment, tout ça est très schématique, il faudrait rentrer beaucoup plus dans le détail, mais ça vaut la peine d'explorer la question de savoir si c'est l'intentionnalisme ou plutôt l'adverbialisme qui convient à l'expérience du sublime. Là, j'ai penché plutôt vers l'adverbialisme. Mais même si l'expérience du sublime n'est pas analysée comme l'expérience du sublime en tant que sublime, ça ne veut pas dire que le sublime n'existe pas comme propriété, naturellement, et ça ne veut pas dire qu'elle ne joue pas éventuellement d'autres rôles dans l'explication de l'expérience du sublime. Ce qui est barré, ce qui est d'une certaine manière impossible, c'est une route de l'épistémologie de l'expérience esthétique à la métaphysique des propriétés esthétiques. Évidemment, il peut y avoir d'autres routes. J'aimerais que ça soit très clair parce que je ne veux pas passer pour un antiréaliste sur les propriétés esthétiques. Le sublime, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, pour d'autres propriétés esthétiques, j'en suis assez sûr. Alors, conclusion. Si on fait juste un bref retour à la question de la beauté. Chez Burke et chez Kant, ils défendent ce qu'on peut appeler une forme de dualisme esthétique. C'est-à-dire que la beauté, ce n'est pas le sublime, ce n'est pas la beauté. C'est deux types de propriétés différents. Maintenant, d'autres auteurs, peut-être Schopenhauer, des auteurs plus récents, ont considéré finalement que le sublime n'était pas une propriété séparée de la beauté. Le sublime, c'est simplement, si vous voulez, la beauté maximum ou maximale. C'est peut-être la beauté dont a parlé Roger. Et c'est vrai que le prédicat beau est scalaire, comme l'a souligné Roger, mais la propriété d'être sublime, ou le prédicat plutôt, est sublime, c'est pas clair qu'il soit scalaire. Il n'y a pas du plus ou moins sublime, soit c'est sublime, soit ça ne l'est pas. Si quelque chose est plus sublime qu'autre chose, c'est que l'autre chose n'est pas sublime, etc., etc. Ça se discute, mais il faudrait faire un travail de philosophie expérimentale et de sémantique expérimentale, mais je pense que... Alors j'ai vu une carte postale sur laquelle c'était marqué c'est plus que sublime, c'est sublime et demi, je crois. Donc apparemment le langage ordinaire, mais François Recanati ne démentira pas, admet beaucoup de choses, mais intuitivement peut-être quand même on peut considérer que le prédicat est beau et scalaire d'une manière dont le prédicat est sublime n'est pas, semble-t-il. Bon. Alors, qu'en est-il de la beauté ? Après tout, on pourrait dire aussi que la beauté a des traits communs avec le sublime. Est-ce que l'expérience de la beauté peut être récalcitrante, par exemple ? Est-ce que vous pouvez dire, écoutez, ça me semble beau, mais ça ne l'est pas. D'accord ? Alors bien sûr, encore une fois, on peut toujours trouver des contextes où ça fait sens. Moi, j'ai pensé au contexte du kitsch, par exemple. On peut dire, voilà, tiens, ça me semble beau, mais ça ne l'est pas, c'est kitsch. On peut discuter de ce type d'exemple, mais vous voyez qu'il y a ici peut-être une difficulté qui n'est pas sans rapport avec la difficulté analogue dans le cas du sublime. Et par ailleurs, on peut tout à fait défendre aussi l'idée que si quelque chose me semble beau, quelque chose est beau. C'est-à-dire je peux me tromper sur ce qui est beau,
Par exemple, je peux regarder un tableau et je vois une magnifique distribution de couleurs et je dis c'est beau. Puis après, je me rends compte, c'est beau en disant ce tableau est beau. Puis après, je me rends compte qu'en fait, le tableau est éclairé et plongé dans une lumière colorée. Et en fait, ce qui rend le tableau beau, c'est les couleurs qu'on projette dessus plutôt que les couleurs du tableau lui-même. Donc je me trompe ici sur ce qui est beau. Ce qui est beau, ce n'est pas le tableau comme objet physique, c'est le tableau plus son interaction avec les projecteurs. Je peux me tromper sur ce qui est beau, mais je ne peux pas me tromper sur... quand j'ai une expérience de beauté, je ne peux pas me tromper sur le fait qu'il y a de la beauté quelque part. Donc il semble qu'ici, ce que les philosophes de la perception ont appelé le principe phénoménal, peut-être finalement une seconde vie dans le cas de l'expérience esthétique. Là, j'arrive vraiment au bout de mon exposé et je n'ai pas pu m'empêcher juste de faire un clin d'œil à une étude très intéressante de Louis Marin sur Nicolas Poussin. Ça a été publié, enfin il y a plusieurs textes, mais qui ont été publiés sous le titre Sublime Poussin. Alors peut-être c'est mal classé dans les librairies, mais c'est bien sur Nicolas Poussin et sur le sublime chez Nicolas Poussin. Et donc Louis Marin, c'est vraiment très intéressant, discute de l'obsession finalement de Poussin pour la question de comment peindre le sublime. Bon, ça c'est la fameuse tempête sur Terre, mais comment peindre le sublime, puisque le sublime est, selon lui, irreprésentable. Enfin, on ne peut pas le représenter. Et effectivement, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Enfin, on peut représenter des objets sublimes. C'est ce que Poussin a fait dans ce tableau. Il a représenté une tempête, et on peut considérer qu'une tempête est un objet sublime, c'est-à-dire susceptible de provoquer une expérience de sublime. Mais est-ce qu'on peut peindre, représenter, et en particulier peindre, le sublime comme sublime, sans le reproduire, c'est-à-dire sans reproduire le sublime qu'on cherche à représenter? C'est pas sûr. Si on arrive à peindre le sublime en reproduisant le sublime, il y a deux sublimes, mais comme le cirque Barnum et je ne sais plus quel autre cirque, il n'y a pas la place pour deux sublimes. Quand on a une expérience du sublime, c'est forcément une expérience qui envahit tout le champ de la conscience et qui ne laisse pas la place à un autre sublime. Donc il y a une difficulté ici, qui est une difficulté intéressante. Et peut-être par contraste, cette difficulté, disons, elle se présente aussi dans le cas de la beauté, mais peut-être de manière un peu différente. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'on peut représenter, c'est-à-dire on peut peindre des objets beaux, comme beaux, mais alors à ce moment-là, il faut produire une belle représentation. Il faut produire soi-même un tableau qui est beau, parce qu'il représente des objets beaux comme étant beaux. Mais là, il semble qu'on puisse le faire. Il semble qu'il y ait de la place pour deux fois la beauté. Il n'y a pas de la place pour deux fois le sublime, mais il y a de la place pour deux fois la beauté. Et donc, il y a peut-être une asymétrie intéressante qui, en fait, qui résulte de cette observation d'Emily Brady et d'autres auteurs, d'après laquelle la représentation des objets beaux peut être cadrée, ce qui laisse la place à d'autres objets beaux, alors que l'expérience du sublime, c'est une expérience qui est envahissante, qui envahit l'esprit et qui ne permet pas, qui ne laisse pas la place pour la distinction entre la représentation et ce qui est représenté. Et ça pourrait expliquer, c'est juste une spéculatif ici, ça pourrait expliquer pourquoi on est attaché à cette notion d'apparence de beauté, alors que la notion d'apparence de sublimité est beaucoup plus étrange quand on y pense, en tout cas, me semble-t-il. Voilà, juste pour terminer, donc, le sublime, considéré comme une propriété esthétique évaluative, ne semble pas jouer un rôle central dans, finalement, l'anatomie, ce que j'ai appelé l'anatomie du sublime, ou de l'expérience du sublime. En particulier, il semble qu'on n'ait pas besoin de considérer que l'expérience du sublime soit réellement au sujet, intentionnellement au sujet du sublime. Alors maintenant, évidemment, comme chez... le jardin dans lequel on se trouve comporte des sentiers qui bifurquent, comme dirait Borges. J'espère que ce n'est pas un labyrinthe infini, mais on a deux possibilités, naturellement. Soit on conclut que l'expérience du sublime, finalement, ce n'est pas une expérience esthétique. Et c'est une position vers laquelle j'ai tendance à aller. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, l'expérience du sublime rend possible à nouveau une évaluation esthétique du monde, mais ce n'est pas en elle-même une évaluation esthétique.
C'est-à-dire qu'en fait, l'expérience limite radicale empêche une appréciation esthétique du monde. Et une fois qu'on a accommodé cette expérience radicale limite, on est en position d'évaluer esthétiquement le monde à nouveau. Mais ça ne veut pas dire que le sublime lui-même soit une évaluation esthétique. C'est peut-être proto-esthétique ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est d'étendre l'adverbialisme à l'expérience de la beauté. C'est-à-dire que la beauté aussi, on va dire, est une expérience composite. Il y a peut-être aussi une expérience limite, la beauté extrême, pas effectivement les beautés, mais la beauté extrême se comporte un tout petit peu comme le sublime, comme beaucoup d'auteurs l'ont mentionné. Donc on peut aussi être tenté par cette stratégie, à savoir d'étendre l'adverbialisme à d'autres expériences esthétiques. Voilà, en vous remerciant. Un grand merci, Jérôme. Bon, je vais user de mes prérogatives simplement pour te poser une question avant de passer. Oui, ta conclusion, c'est la question que je voulais te poser, parce qu'en un sens, peut-être qu'à ce moment-là, si on pousse aussi loin le bouchon de l'adverbialisme à propos du sublime, on finit vraiment par le déconnecter complètement, en effet, de l'expérience esthétique, puisque, au fond, tout ce que tu décris dans l'expérience du sublime, ce pourrait être des caractéristiques d'une expérience d'addiction, de drogue, n'est-ce pas? Et donc, dans laquelle il n'y a plus l'objet, il n'y a plus l'intention, il n'y a plus de conditions de correction qui comptent, et on voit mal, au fond, comment il y aurait quoi que ce soit d'esthétique. On a l'impression, d'ailleurs, dans les formules que tu citais tout à l'heure, ou aussi quand les enfants disent, ou même tout le monde dit « Ah là là, c'est trop beau, c'est trop bien ». On a l'impression, en effet, que ça déborde. Bon, cette espèce d'impression qu'on est submergé par quelque chose, un trop-plein, fait que, en définitive, c'est la notion même de sublimité qui même finit par disparaître, au fond. Oui. Et donc, la question que je me pose, si tu veux, c'est celle de savoir si, à force d'aller tellement de ce côté, il reste encore de l'espace, même pour faire une sorte de parallèle entre le sublime et la beauté. Bon. Et est-ce que ça ne signifierait pas... Alors, l'une des options que tu choisis, c'est de dire, après tout, on pourrait peut-être défendre la position adverbiale à l'expérience de la beauté elle-même. Moi, je serais tentée de me dire plutôt, mais est-ce que justement, ça ne montre pas, d'une certaine façon, les limites de l'adverbialisme lorsqu'il est question véritablement d'esthétique? À partir du moment où on n'a plus un minimum de conditions de correction, à partir du moment où l'objet lui-même n'intervient plus dans ce qu'est l'expérience, qu'il n'y a plus de direction de l'expérience vers quelque chose, le quelque chose pouvant être d'ailleurs pas seulement un objet, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Je me demande, au fond, si ça n'est pas aussi une manière d'indiquer que c'est l'adverbialisme lui-même qui est peut-être aussi incapable d'apporter une analyse satisfaisante d'expériences telles que celle de la beauté, voire du sublime. Parce que si on finit par annuler complètement ce que le sublime peut avoir d'esthétique, ou même de voir en quoi il peut être plus ou moins proche de la beauté, voilà. Oui, non, j'ai vraiment j'ai beaucoup de sympathie pour ce que tu dis, et donc ma pensée évolue là, en ce moment sur ces questions. C'est vrai que, bon, Roger a fait cette opposition entre une expérience qui est au sujet de soi-même ou une expérience qui est au sujet du monde, et peut-être qu'il y a les deux à la fois dans l'expérience du sublime. Si j'ai raison, l'expérience du sublime, c'est d'abord une expérience au sujet de moi, c'est l'expérience de mes propres limites. J'éprouve mes propres limites face au monde. Et ça, comme tu l'as dit, c'est pas une expérience esthétique, ou essentiellement esthétique, mais elle peut faire partie d'une démarche esthétique où le sujet surmonte effectivement cette première expérience. Dans une perspective plus dynamique, on aurait les deux. Voilà, on aurait effectivement une expérience qui porte plutôt sur soi, et à la fin, on retrouve le monde d'une certaine manière, et on attribue effectivement à l'objet des propriétés qui sont peut-être des propriétés esthétiques, en effet. Et donc là
je crois que j'ai été suffisamment, peut-être trop modeste, mais c'est vrai que ce que j'ai appelé accommodation esthétique, c'est vraiment une variable pour moi, dans mon esprit pour l'instant. Voilà, c'est pas encore tout à fait clair comment ça va se... Mais maintenant, alors peut-être le seul intérêt ici de mon exposé, c'est de dire, attends, c'est une adresse aux intentionnalistes, c'est-à-dire, attention, c'est plus compliqué. Voilà, attention, peut-être l'intentionnalisme est correct, si je puis dire, mais bon, il faut regarder ça de près. Il y a des contre-exemples apparents, comme peut-être le sublime, mais peut-être en définitive, même le sublime, on peut le réconcilier avec une forme de... Juste un petit point sur l'adverbialisme. J'ai pris ça aussi de certaines remarques de Robert Musil sur l'amour. Hein. Il nous dit par exemple que l'amour, c'est plutôt une manière finalement de combiner, d'articuler des émotions, des attitudes qui, prises isolément, ne sont pas de l'amour, mais autre chose. Hein. Pour finalement qu'émerge une forme de gestalt, de second ordre, qui est l'amour. Bon. C'est ça l'adverbialisme. L'amour, c'est une façon de considérer autrui, et ce n'est pas une attitude primitive, ce n'est pas une attitude sui generis. Mais effectivement, est-ce que ça veut dire que pour autant que l'amour n'a pas de condition de correction, par exemple, que ce n'est pas correct d'aimer quelqu'un, incorrect d'aimer quelqu'un? C'est compliqué. Je ne sais pas ce que Musil dirait là-dessus, mais effectivement, si c'est vraiment une théorie adverbialiste de l'amour comme une sorte d'attitude de second ordre, enfin de façon de combiner plutôt des attitudes qui ne sont pas en elles-mêmes de l'amour, alors la question des conditions de correction se pose, effectivement.